Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point de départ. Le combat contre la pauvreté, donc contre la marginalisation, c'est-à-dire contre l'exclusion sociale, fait partie des grandes ambitions de l'école. La cause est si bien entendue que se prétend à la démocratisation, elle est le lieu pour tous de se faire une place dans la société, une place au soleil. Autant dire qu'elle est devenue la chose la mieux partagée, la chose essentielle à privilégier parce que le passage presque obligé pour réussir dans la vie, voire pour réussir sa vie. Seulement si tout le monde va à l'école, tout le monde n'y va pas dans les mêmes conditions. En outre, si tous ont pour ambition de réussir, tous n'y parviennent pas avec les mêmes moyens. En effet, les stratifications de la société se retrouvent à l'école, et certains élèves sont apparemment favorisés par leur position sociale, c'est-à-dire celle de leurs géniteurs, et partent avec un certain avantage, une certaine avance ou même une avance certaine. Chez d'autres au contraire, les plus défavorisés, la question scolaire est abordée avec beaucoup d'anxiété, d'appréhension, car elle se traduit le plus souvent en termes d'échec, de violence, de relégation, de discrimination, de marginalisation, de conflits culturels ou encore de rapports sociaux, et donc de reproduction sociale par le système. Du coup, les familles démunies qui reportent leurs espoirs sur l'école et sur la réussite scolaire de leur progéniture déchantent, surtout qu'en plus l'instruction coûte trop cher et que la gratuité annoncée n'est finalement qu'un leurre. Les préoccupations des familles et des élèves sont connues, et elles sont légion. Il faut prévoir l'achat des fournitures scolaires, les frais d'inscription, les déplacements, la nourriture, etc. À cela s'ajoutent les soins, et certains enfants doivent parcourir des kilomètres et des kilomètres à pied pour arriver à l'école. D'autres n'ont pas en réalité de gîte fixe, dormant tel jour avec un camarade, tel jour avec un autre, au gré des chances de rencontre. D'autres encore habitent des lieux de fortune, dans des baraques désaffectées, sans famille, sans parents, sans tuteurs, dans le dénuement, dans l'impécuniosité presque totale. Le document de stratégie de réduction de la pauvreté 2009/10 révèle ceci. En Côte d'Ivoire, le type de logement est un facteur de discrimination et de pauvreté en milieu urbain. La proportion des ménages pauvres habitant les cases, les baraques, les maisons isolées est élevée. Cette proportion est de 69%, 44,2% et 50,3% à laquelle s'ajoutent les ménages pauvres des cours communes à hauteur de 31,3%. Mais que peuvent ces familles et ces élèves dans un monde en perte de vitesse, dans une société qui perd ses valeurs pour laisser jaillir chaque jour plus de pauvreté toujours plus diversifiée? Un bref tour d'horizon en effet, permet de faire l'état des lieux et de comprendre la situation véritablement kafkaïenne vécue. Le monde est déchiré et les hommes vivent dans le pessimisme et le désespoir. Un peu partout sévissent les violences. Les injustices, les corruptions, les crimes, les viols, les guerres et les destructions ont atteint des proportions inimaginables. Il y a à la fois une sous-humanisation et une déshumanisation perfide, chronique et durable. Pour faire plus local, l'Afrique, berceau de l'humanité, est devenue le berceau des conflits, des guerres, des coups d'État, des instabilités. On la savait déjà le continent de la précarité et de la pauvreté matérielle. Sous nos cieux, la politique est devenue l'art de la fripouille et des copains coquins. La plupart des politiciens en Afrique, adeptes d'un machiavélisme poussé à ses excès, ont décidé de prendre le pouvoir par tous les moyens et de s'y maintenir. De vrais loups voraces, aux appétits gloutons qui ont inoculé le désespoir à leur peuple. Ils servent quotidiennement à ce peuple un spectacle macabre de sorciers, qui répandent sur leur passage la puanteur nauséabonde de la tristesse. Voici le sombre constat que faisait le célèbre écrivain ivoirien Jean-Marie Adiafi, 1992/193. Combien de pays sont transformés en prisons? De nations en camps de concentration? De républiques en forteresses imprenables à la liberté? En blocos pour torture, en rideaux de fer au nom du développement. Fermez vos gueules, ici sévit et vit la Bastille, les lettres de cachet présidentielles, je t'enferme au nom du développement car tel est mon plaisir. Adiafi continue en énumérant une série de silences imposés au peuple. Silence, on développe. Silence, on massacre. Silence, on pille. Silence, on détourne les deniers publics. Silence, on vole, on viole, on détourne mineurs et budget. Silence, on détrousse, on déflore. Silence, on meurt. On tue. Océanonox.
Silence, on développe. Silence. Silence. Silence de cercueil. Silence de morgue. Silence de tombe. Silence de cimetière. Mon Dieu, quelle misère! Les peuples sont ainsi pris en otage par des cyniques messies bourreaux de malheur. Et ce, souvent avec la complicité directe ou indirecte des puissants de ce monde, lesquels reviennent par la suite jouer les pompiers, les faiseurs de paix. La Côte d'Ivoire, jadis havre de paix, a eu elle aussi pendant plus d'une décennie sa guerre. Comme si elle n'a pas voulu se faire raconter les choses, on a même l'impression qu'elle a voulu rattraper son apparent retard en matière de violence, de viol, de destruction, de criminalité, de charnier, de pauvreté. Se dresse ainsi devant les yeux le triste tableau d'une société en manque de repères, avec une situation de quasi-impasse. Homo homini lupus. L'homme est devenu un véritable loup pour l'homme. Nos sociétés sont devenues de véritables jungles où règne la loi du plus fort, c'est-à-dire du plus riche, et où chacun crée l'enfer, en allumant autour de lui des flammes incandescentes dont l'énumération ne sera jamais exhaustive, car on pourrait en trouver de plus actuelles, en fonction des réalités et des folies locales. Il semble d'ailleurs que chacun se plaise à allumer sa flamme toujours plus destructrice et à l'entretenir, sans se soucier des misères que cela engendre. Dans ce contexte, les préoccupations de développement sont renvoyées aux calendes grecques, avec la désastreuse conséquence d'un taux grossissant de pauvres et de malheureux. De plus en plus, les classes sociales se distancent les unes des autres. Une poignée de richissimes et une foultitude de misérables, les sans-abri, les sans-nourriture, les sans-vêtements, les sans-santé, les sans-travail, les sans-papiers, les sans-éducation, les sans-avenir, les sans-espoir, les sans-voix, etc., qui tirent le diable par la queue. Et c'est peu dire. Les difficultés sont telles que beaucoup de jeunes préfèrent se réfugier dans la drogue, l'alcool, le désordre sexuel, etc., quand plusieurs familles se découragent en constatant leur incapacité face aux demandes d'école et de l'école. En effet, la marge de manœuvre des familles pauvres et précarisées devant l'école reste des plus restreintes, étroites, eu égard à la répartition des revenus, c'est-à-dire à la situation économique. Les données statistiques, document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté, 2002, montrent qu'en Afrique de l'Ouest, la plupart des pays souffrent d'une faible capacité à mobiliser des ressources publiques internes à cause du faible PIB par habitant. En Côte d'Ivoire particulièrement, le document IDEM, 14, indique qu'aujourd'hui, les 10% les plus riches consomment 13 fois plus que les 10% les plus pauvres. Plus de la moitié de la population est analphabète et 35% des enfants en âge d'être scolarisés ne fréquentent pas l'école. Mais en fait, pourrait-on se demander, qui est le pauvre en Côte d'Ivoire ? Est considéré comme pauvre en Côte d'Ivoire, selon le document de stratégie de réduction de la pauvreté 2009, OPSIT, toute personne dont la dépense de consommation est inférieure à 214 145 FCFA, soit 326,46 € par an, c'est-à-dire 661 FCFA, moins d'€1 par jour. Ainsi, les ménages pauvres sont de grande taille et se rencontrent en grande partie dans l'habitat précaire ne disposant pas du minimum de commodité. La pauvreté est ici pratiquement le quotidien des populations, et par ailleurs la chose la mieux partagée. Et le terme « grande pauvreté » paraît plus approprié pour décrire la situation. Ainsi, prise au niveau économique, social et psychologique, la pauvreté se développe toujours sous ses formes les plus exacerbées. Très peu de personnes arrivent à satisfaire leurs besoins minimaux, vitaux. C'est la lutte pour la survie dans une véritable situation de misère et de débrouillardise, Abdou Salam Fall 2005. Toute chose qui développe au niveau social les pires formes de dégradation morale, prostitution, travail d'enfants, dislocation de la cellule familiale, etc. Et au niveau psychologique, la perte de dignité, le stress et la peur de lendemain, avec son corollaire de maladies physiques ou psychosomatiques aux conséquences funestes. En fait, les trois niveaux économiques, social et psychologique s'imbriquent les uns dans les autres, avec ceci que les deux derniers niveaux cités sont le plus souvent provoqués par l'aspect économique. Le sort des classes pauvres, la très grande majorité de la population semble sans appel. Dans son point de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire 2009, l'ONU parle même d'extrême pauvreté pour traduire le niveau de vie des populations dans le pays, en indiquant que, en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de panier de la ménagère,
mais du sachet de la ménagère, à cause de l'accès limité de la population aux produits dont ils ont besoin quotidiennement. Et, en révélant en outre que de 1985 à 2008, le nombre de personnes très pauvres est passé de 975 000 à 10 174 000. Ce qui équivaut à 399 956 pauvres par année. En d'autres termes, 1095 individus, soit 45 toutes les heures, viennent s'ajouter chaque jour au lot des très pauvres et des précarisés dans le pays. Cette situation délétère dans laquelle vit la société et le climat de grande pauvreté dans lequel évolue l'école, n'échappe d'ailleurs pas à l'impétuosité et à la sagacité des éveilleurs de conscience qui, à leur façon, instruisent le public sur l'état des lieux. C'est ainsi le cas du rappeur satirique Billy Billy quand il dépeint, dans son album au titre évocateur, Nouvelles du pays, sorti en 2007, le tableau du sous-quartier Wasakara, dans la commune populaire de Yopougon, où on épluche beaucoup que les assiettes de la maison, où l'on utilise le même savon pour se laver et pour laver assiette, où on mange par accident et où il est permis de manger sauce de 10 jours. Ici on épluche beaucoup que les bancs du collège, et après le bac, l'université égale galère, calvaire. Ces difficultés sociales en général et scolaires en particulier avaient déjà suscité au début des années 90 le mouvement Zouglou dont l'un des précurseurs, Billy Didier, face aux différentes misères, demandait justement au bon Dieu les raisons d'un tel sort. Bref, la grande pauvreté est une réalité en Côte d'Ivoire et ses effets délétères sur l'école et les élèves n'ont jamais été aussi durement ressentis. Mais il se trouve que malgré la situation difficile, certains élèves ne se laissent pas abattre, ne baissent pas les bras, et leurs résultats de fin d'année ne cessent d'étonner positivement. Ils réussissent et ont parfois de meilleurs résultats que certains de leurs camarades qui vivent dans des conditions plutôt enviables. Pour eux en effet, si l'école constitue la seule voie de s'en sortir, ils réussiront. La réussite leur apparaît alors comme un défi qu'ils doivent relever vaille que vaille, persuadés peut-être au fond d'eux-mêmes, en accord parfait avec Jean-Pierre Terrail 1982, que tous sont capables. Or, comme l'ont montré plusieurs théoriciens de la sociologie de l'éducation, la réussite scolaire dépend pour beaucoup d'un certain nombre de conditions aussi bien matérielles, économiques que socioculturelles. Dans un milieu pauvre, le contexte familial est d'autant peu favorable aux apprentissages et acquisitions des enfants que les parents eux-mêmes sont analphabètes, ploient sous le poids des besoins, et que les enfants manquent de temps, d'espace et de calme pour faire les devoirs et apprendre leurs leçons. Il est connu, les éléments périphériques, externes, comme l'origine sociale et les politiques gouvernementales, qui gravitent autour de l'élève, interagissent avec lui et influent sur son rendement scolaire. Autant souligner que les chances de réussite ne sont pas toujours égales pour tous les enfants. Ce qui a fait dire que la démocratisation annoncée n'est qu'un leurre, que l'école n'est ni égalitaire, ni unique, ni neutre, ni méritocratique comme elle prétend l'être, qu'au contraire elle reproduit, divise, en faisant la part belle aux héritiers. Dès lors donc qu'on est en présence d'une situation de handicap social, culturel, c'est-à-dire d'une situation rendant difficile la marche normale des études, comme c'est le cas des situations de manque, de précarité ou de grande pauvreté et leur corollaire au plan familial, psychologique, on s'attend normalement à un résultat défavorable, à l'échec scolaire programmé. Du coup, la réussite de ces élèves qui triment, connaissent la misère, le dénuement, vivent effectivement en situation de grande pauvreté matérielle, d'expédients, de débrouillardise, de bricoles, sans parents ni tuteurs pour les héberger, les protéger, déjouent comme miraculeusement les pronostics en leur défaveur. Les réussites, avec parfois de bonnes moyennes et des tableaux d'honneur, de ces élèves qui se confinent ou s'entassent à plusieurs dans des bâtisses vétustes, insalubres, à l'abandon, sont bien des réussites paradoxales qui excitent, provoquent la curiosité. En d'autres termes, il s'agit de réussites qui chamboulent, chambardent les pronostics, des réussites qui arrivent là où des facteurs de l'échec sont pourtant réunis, donc des réussites qui décrivent des situations spécifiques, atypiques, hors normes, c'est-à-dire des trajectoires ou des histoires singulières, et qui sonnent comme un appel à une réorientation de la réflexion sur la pauvreté et sur la réussite, un appel aussi à un intérêt plus accru pour l'histoire de ces miraculeux sociaux, Bourdieu, qui échappent aux lois sociales les plus classiques. L'objet de la présente réflexion est donc la réussite paradoxale. Devant le problème né du caractère surprenant du succès de ces élèves, des disqualifiés sociaux, il est impérieux d'examiner de près le contexte d'accueil scolaire et tout ce qu'ils mettent en œuvre pour réussir coûte que coûte là où beaucoup de leurs pairs échouent,
comme naturellement, eu égard aux conditions qui sont les leurs. Il s'agit de répondre à un ensemble de questions. D'où vient donc que des élèves en situation matérielle difficile, qui ne devaient pas en principe réussir à l'école, réussissent-ils et parviennent parfois à un niveau de performance auquel on ne s'attend pas normalement? Comment ces élèves se battent-ils avec la vie et l'école pour s'en sortir? Comment des enfants considérés à la limite comme des laissés pour compte, des paumés de la vie, parviennent à déjouer les pronostics en leur défaveur pour réussir à l'école? Quelles stratégies particulières mettent-ils en œuvre? Comment s'investissent-ils dans le travail scolaire? En fait, qu'est-ce qui les motive, les stimule, les propulse en avant? La misère matérielle devient-elle une source supplémentaire de motivation? Les bons résultats à l'école les stimulent-ils au point de devenir une sorte de drogue euphorisante à toute épreuve? Bref, comment s'explique la réussite paradoxale? Pour répondre à ces questions, il a fallu au plan méthodologique déterminer sur qui ou auprès de qui obtenir les données d'information et au moyen de quels instruments. Il a semblé judicieux de constituer des échantillons à choix raisonnés ou intentionnels, sur la base d'élèves identifiés comme ayant réellement des résultats un peu curieux, surprenants. Il a fallu obtenir, examiner et étudier leurs bulletins et livrets scolaires, vérifier leurs notes de passage d'une classe à l'autre, d'un niveau scolaire à l'autre, leurs résultats au CEPE et au BEPC. Sur un échantillon de 55 élèves et de 15 adultes retenus pour la thèse, 9 cas, 4 élèves et 5 adultes sont repris dans ce livre. L'étude menée dans une approche qualitative est fondée sur un échantillon de petite taille mais approprié. Le plus important n'est pas la représentativité statistique de l'échantillon. Ce qui compte et qui est nécessaire, c'est que les sujets sélectionnés soient ceux qui remplissent les conditions de disposer des informations et de témoignages utiles, ceux chargés d'expériences vécues réellement qui intéressent le chercheur sur la question de la réussite paradoxale. Les instruments d'investigation retenus sont l'entretien avec les élèves et le récit de vie avec les adultes ayant eu une scolarité d'enfants pauvres et qui sont parvenus aujourd'hui à des carrières et à des professions leur garantissant une certaine sérénité. L'entretien dynamique permet d'obtenir des élèves, une fois mis en confiance, qu'ils livrent des aspects d'eux-mêmes, même des éléments enfouis qu'ils font ressurgir au besoin. Le récit de vie ou histoire de vie, racontant une vie, porte sur un ensemble de sujets ou d'événements vécus, des souvenirs, des rêves, des espoirs, des joies, des souffrances, le travail, les relations avec les amis, avec la famille, avec les enseignants, la représentation de l'école, la vision du monde et de la vie, etc. Le traitement sociologique de ces récits les constitue en études de cas. Leur analyse prend sens dans une problématique d'ensemble, ici la réussite paradoxale à l'école. Le chercheur replace l'expérience intime, personnelle dans les problèmes qui sont le cadre de cette intimité. Paul Enda, 2015 sur 150. Ici le contexte scolaire et social d'un pays, la Côte d'Ivoire. Le récit, qui n'est pas que factuel, porteur simplement d'informations, mais qui est à la vérité une reconstruction de l'identité de celui qui raconte l'histoire de sa vie, répond effectivement à l'attente du chercheur soucieux de connaissances scientifiques sur les trajectoires individuelles. Chapitre 1. La réussite des pauvres à l'école existe, je l'ai rencontrée. Ancien enseignant de collège, de lycée, puis conseiller pédagogique, ma curiosité a été incitée et excitée par le constat que des enfants de milieux sociaux défavorisés avaient de très bons résultats, alors que certains de qui on en attendait davantage se retrouvaient en queue de peloton lors des classements finaux. De là est parti mon intérêt pour l'histoire de ces élèves qui manquent pratiquement de tout, mais qui arrivent à aller à l'école et à s'en sortir pour beaucoup d'entre eux, et quelquefois à prendre l'avantage sur ceux qui vivent dans des conditions plutôt favorables. La curiosité scientifique me poussait à comprendre les mécanismes par lesquels les damnés de la Terre réussissent leur mobilité sociale et parviennent à se faire une place au soleil. Mon intérêt pour la question de la réussite des pauvres est aussi provoqué par l'histoire de ma propre vie. Je suis originaire du centre-est de la Côte d'Ivoire, d'un village qui n'entendait de bruit de véhicules, quand j'étais enfant, qu'une fois par semaine, les dimanches. Mon père, déjà vieux à ma naissance, avait 2 femmes dont ma mère. Il avait, semble-t-il, eu un accident de circulation, je n'étais pas encore née. Ce qui, ajouté à l'âge, rendait sa santé plutôt précaire. Il avait eu dans le temps une assez grande plantation de caféiers,
et avait certainement connu une relative prospérité. Mais quand nous les derniers enfants naissions, je suis le dernier et de mon père et de ma mère, la plantation n'était qu'un vieux souvenir, elle avait été ravagée par un feu de brousse. Les conditions financières n'étaient donc pas au beau fixe. Mais nous étions au village et on mangeait normalement ce que les produits vivriers donnaient. On ne se sentait donc pas pauvre ni misérable, du moins nous autres enfants. J'étais au CP1, cours primaire 1, à l'âge de 6 ans à l'école primaire du village quand ma mère a divorcé de mon père. J'ai encore l'image en mémoire, c'était la récréation de 16 heures. Nous étions dans la cour de l'école, qui était située au bord de la route. J'ai vu ma mère passer, badigeonnée de kaolin avec son bagage sur la tête. Chez nous, on estime qu'une femme qui divorce se libère et quitte envers le foyer, d'où le blanc matérialisé par le kaolin. Mes difficultés à cette époque étaient celles de beaucoup d'autres enfants du village. Je n'avais qu'une ardoise attachée dans un foulard. Quand je suis arrivée au CE1, cours élémentaire 1, j'ai eu un cahier de leçons en plus du cahier de devoirs que l'instituteur gardait. Le petit déjeuner n'était pas de nos habitudes. À midi quand je rentrais à la maison, si la famille n'était pas allée au champ, j'étais assurée d'avoir mes morceaux d'igname qui faisaient bien mon affaire. Mais le problème se posait surtout quand tout le monde allait au champ, et qu'il n'y avait pas d'igname à mettre sous la dent à mon retour d'école à midi. J'ai souvenance que quelquefois, avec des enfants de mon âge, nous nous promenions sur les tas d'ordures pour ramasser des bouts de taro que les ménagères avaient jetés. Ces bouts de taro, nous les préparions pour manger. C'était même amusant pour nous de les récupérer, nous qui n'avions rien. Comme vêtements, je n'avais qu'une seule culotte et une chemise durant toute l'année. Ce complet m'était cousu pendant la fête de Noël, et je devais l'arborer durant l'année en attendant la prochaine fin d'année que j'appelais de tous mes vœux. Dans tous les cas, nous étions tous de petits villageois, et quand nous n'étions pas à l'école, nous étions au champ, donc il n'y avait nulle part où aller se pavaner avec ces jolis habits. Pour les chaussures, c'était la même chose. J'avais en même temps que mon complet, ma paire de sandales en attendant pour toute l'année. Et comme ces sandales très fragiles ne durent pas plus d'un mois, je marchais une bonne partie de l'année sans chaussures. Là encore, je n'étais pas un cas isolé. Je me rappelle la première fois que j'ai eu un caleçon. C'était en classe au CM2, cours moyen 2. J'étais tellement content que pendant tout le cours du lendemain, je remontais ma culotte d'école pour regarder mon joli caleçon bleu. Ma voisine qui suivait la scène a crié « Arrête de contempler ton nouveau caleçon bleu !» Et on a ri. Tout cela a perduré jusqu'en classe de 6e. Je suis donc restée au village pratiquement pendant tout mon cursus primaire, excepté la classe de CP1 que j'ai dû aller refaire chez ma grande sœur et son mari qui était fonctionnaire à Issia. Je devais normalement passer en classe supérieure, c'est-à-dire faire le CP2, mais dans mon village, l'école venait d'ouvrir ses portes avec 2 instructeurs bénévoles qui n'avaient pas dépassé eux-mêmes l'école primaire, donc qui se débrouillaient comme ils pouvaient. Or à Issia, c'était la nouvelle pédagogie, l'enseignement télévisuel. C'est pour éviter tout risque d'inadaptation scolaire que mon beau-frère m'a fait reprendre le CP1. Et j'ai été premier de classe avec une moyenne qui avoisinait 10 sur 10. L'année qui a suivi, je suis retournée continuer au village. L'école avait reçu des instituteurs affectés par l'État et formés à la nouvelle pédagogie. J'ai continué d'être presque régulièrement premier ou deuxième de classe jusqu'au CM1. Au CM2, nous avons trouvé beaucoup de doyens redoublants et même de triplants qui ont pris les devants des classements trimestriels. Ce qui n'a pas empêché que je sois, avec 2 autres, les seuls nouveaux à être admis au certificat d'études primaires et élémentaires CEPE, et à l'entrée en 6e. En 6e, au collège d'enseignement général, CEG de Bongouanou, j'étais l'un des plus minuscules de l'établissement. Ce qui m'a épargné les secousses. Avant de continuer avec ma vie de collégien, je reviens en arrière pour dire que c'est pendant mon séjour d'une année scolaire à Issia que j'ai su qu'un élève, ça étudiait les soirs. En effet, à Issia, mon beau-frère qui était instituteur et qui travaillait à l'inspection primaire nous faisait étudier. À mon retour au village, les soirs après la nourriture, à la lumière de la lampe tempête, j'ouvrais mon cahier que je refermais rapidement pour aller jouer avec mes camarades à cache-cache ou à autre chose. Je n'avais pas besoin d'étudier pour avoir de bonnes notes. On dirait que j'avais comme emmagasiné beaucoup de savoir à Issia,
que je réinvestissais simplement. En tout cas, je n'étudiais pas. Je n'avais pas de petit déjeuner et j'avais très faim pendant le cours de la matinée. À 10 heures, j'enviais ceux qui mangeaient, mais j'étais parmi les meilleurs. Attention. Au CM2, avec les jeunes messieurs de la classe qu'on avait, il y en avait de 18 ans et peut-être plus, j'ai dû quand même bosser un peu. Une chose est sûre, c'est que l'école me plaisait bien. C'était comme un nouveau jeu que je gagnais régulièrement et qui rendait fier mon vieux papa, et qui remplissait de joie ma maman, qui venait après le divorce nous voir assez souvent, mes 2 grandes sœurs et moi, et chez qui je partais passer les grandes vacances. Donc, j'étais admis à l'entrée en 6e et j'étais au collège. Les conditions matérielles étaient devenues très pénibles. Ma mère s'est débrouillée pour gagner un peu d'argent avec la vente de sa récolte d'arachides. Mais c'était insignifiant. Elle a dû par la suite s'endetter ici et là. Quoi qu'il en soit, elle a pu m'acheter les tenues, les 2 complets kaki, le bleu-blanc, la cravate et les 3 chaussures, bref les tenues imposées, et tous les cahiers. Mais je n'ai jamais eu le privilège d'avoir les livres, c'était un luxe pour nous autres pauvres. Les fournitures ayant été réunies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.